pense que ça ira avec le dictat et, je pense et le truc là, il n'y a pas trop de bruit. Il y a un connard qui fait des souffleries dans le fond, mais j'espère que ça ira. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Clone Web, l'émission. Messieurs, bonjour. Bonjour chef. Avec d'un côté la multitude de suites qui s'apprête à nous tomber sur la tronche. Et de l'autre la Coupe du Monde de football, l'été ne commençait pas de la manière la plus motivante qui soit. Enfin, ça allait encore jusqu'à ce que Jupiter Ascending, l'oasis promise par les Wachowski, soit retardé de 7 mois. Du coup, comme on est sans rancune, on s'est dit que ce serait fair play de traiter le problème à bras le corps et ce mois-ci, vous aurez donc le droit à une suite, à du concentré de live et à, je m'en excuse d'avance, du football. Rassurez-vous, ça va aller. Il se passe quelque chose de pas normal. Il y a un genre d'émeute. Ils brûlent les voitures, j'ai l'impression. Ouais, bah vu l'arbitrage, fallait s'y attendre. Hein. Faites péter les maillots, sortez la pizza et la bière et rameutez les potes bovins qui aiment hurler devant leur téléviseur. Notre premier film du mois est fait pour vous. Dans les faits, il s'adresse aussi bien aux amateurs de football qu'aux amoureux de cinéma un tantinet gogol, mais franchement rigolo. Et cerise sur le gâteau, il vient de chez nous, Cocorico. Ouais, si, c'est efficace, c'est classique mais efficace. Messieurs les supporters, et mesdames aussi, il n'y a pas de raison, voici donc venir Call of the Dead qui sort ce mois-ci en DVD et Blu-ray. Je fais le malin, mais ce n'était pas gagné pour vous parler un jour d'une œuvre qui fait appel ne serait-ce qu'un minimum à l'univers du football, tant il faut admettre que j'ai une haute opinion de ce sport. Ramasser d'imbéciles qui regardent d'autres imbéciles jouer à la baballe. Hein, et ça gueule, ça casse tout, ça respecte rien. Quand t'aimerais qu'à moi, cette mascarade, elle serait interdite, moi. La même, pareil. Du moins, c'est l'esprit qui me rebute au plus haut, et heureusement pour moi, le projet Call of the Dead a parfaitement conscience des dérives du monde du football, autant que la sympathie qu'il génère chez ses amateurs. Projet hautement improbable, ce but des morts vivants prenait le pari de combiner la discipline sportive la plus populaire au monde à un esprit grindhouse, avec un double film d'exploitation qui voit un match de foot dérangé par un virus transformant tout le monde en zombies déchaînés. Plus casse-gueule encore, le tout devait se dérouler dans notre France profonde, avec un pauvre patelin revanchard qui voit revenir des décennies après son départ le jeune prodige du foot local qui délaissa tout le monde pour faire sa carrière à l'Olympique de Paris, le PSG fictif du film. Plutôt malin, les responsables de l'entreprise ont donc décidé de faire une mi-temps par film et on pouvait leur faire confiance pour avoir un résultat hautement barjot, puisque la première partie est réalisée par Benjamin Rocher qui a délaissé Yannick Dahan avec qui il avait fait la Horde. Yannick Dahan. Tandis que la seconde est revenue à Thierry Poirot, connu pour avoir commis l'improbable Atomic Circus avec son frère. Voulant jouer la carte d'un humour assez décalé, où des personnages pas forcément malins et tous plus égoïstes les uns que les autres se retrouvent face à des bouffeurs de cerveau, Call of the Dead est l'exemple type du projet qui déborde de bonnes intentions et qui provoque une sympathie certaine sans pour autant être une réussite totale. La faute en est à l'amateurisme latent dont font preuve certains des comédiens, en être tous aussi convaincants qu'un Bruno Salomon, qui s'attire toutes les louanges tant il brille au milieu de ses camarades. Et alors, il est où le problème? Surtout, ils ne sont pas aidés par un film qui a la fâcheuse tendance à foirer une blague sur deux. Se trimballant un vrai problème de rythme et un sens du timing hasardeux, Call of the Dead ne cesse de jongler entre une amusante satire des amoureux du ballon rond, par ailleurs des plus sincères, et une comédie d'horreur façon Shaun of the Dead, où le pub est remplacé par le PMU du coin, et les Anglais typiques par de braves gaillards bien de chez nous. Mais dégagez, putain! Je sais pas, je suis footballeur! T'as blogué ou parisien? D'ailleurs, s'il y a une chose qui fait plaisir ici, c'est résolument le folklore 100% franchouillard qui en ressort, entre le gendarme abusif, les querelles de territoire absurdes, ou tout simplement cette peinture assez juste de la France profonde. À ce petit jeu, on tient peut-être le film de genre national récent qui a le mieux réussi à synthétiser et traduire son identité à l'écran, dont on retrouve tout ce qui fait le charme ou non de notre bon vieux pays.
Sans trop tomber dans les clichés à la Luc Besson, ni appliquer un vernis français à une formule américaine, Rocher et Poirot livrent une œuvre 100% tricolore qui ne ment jamais sur sa provenance. De plus, il joue vraiment la carte du film grand public, avec une comédie avant tout, la partie horrifique se limitant à des effusions de sang sans trop de gore à l'écran. On peut reprocher le manque de bourrinage général, tout comme la première partie qui prend soin de poser l'univers peine à décoller, le gros du fun général venant clairement de la seconde mi-temps. Les amateurs de foot comme les autres s'amuseront des multiples allusions à cette gigantesque entreprise brassant de la thune à plein régime et seront un peu chagrinés de voir la pauvreté de la mise en scène lors du match au cœur du film, sur lequel on se rend vite compte que l'essentiel n'était pas là pour les auteurs. Et si le film ne propose rien de foot techniquement, il a tout de même fière allure, l'atmosphère apocalyptique fonctionnant comme il faut, tandis que les jolis effets spéciaux de Buff permettent d'oublier que l'on est face à une production assez modeste. Mais le principal, c'est qu'elle s'avère assez généreuse en situation à la con, à l'instar de nombreux personnages tous plus starbés les uns que les autres, qui prouvent l'envie réelle de proposer un moment de cinéma décomplexé, joyeux et résolument bon enfant. Bah alors, tu fais moi ta chaudasse, hein, espèce de bouffonne, va. Qu'est-ce que t'as fait à ma gamine? Quoi, ta gamine? Ma petite Clio. De quoi? C'est pas Clio, c'est Cléo. Ainsi, si Goal of Dead était un réel match de foot, on pourrait dire de sa première mi-temps qu'elle était longue à se mettre en place, tandis que la seconde était généreuse malgré quelques bavures. Autant sur le plan technique que tactique, ce mélange de foot et d'exploitation à l'ancienne est loin d'être un sans faute, ce qu'on excusera volontiers devant un tel esprit collectif et une réelle envie de bien faire. Et comme ce sera toujours plus fun que de se taper un vrai match de l'équipe de France, vous savez comment concilier le meilleur des deux mondes. C'est la vie. C'est l'union. C'est le collectif. Oh putain. Ah ouais? Days of nothing. That's what it's like, you work cases. Days like lost dogs. It goes on like that. You know the job. You're looking for narrative. Interrogate witnesses. Partial evidence. Establish a timeline. Build a story. Day after day. Pour la prochaine critique, nous allons faire quelque chose d'inédit dans cette émission, puisque nous allons pour la première fois, s'il vous plaît, parler d'une série. You're fucking unbelievable, boy. Autrefois catalogué un divertissement de seconde zone, les différentes histoires comptées sur le petit écran n'ont eu de cesse de prendre de l'importance, comme nous rappelle ce mois-ci True Detective, qui sort chez nous en DVD et Blu-ray. Une fois n'est pas coutume, l'un des événements télévisuels les plus importants de l'année nous vient tout droit de la sacro-sainte HBO, la chaîne câblée américaine qui n'arrête plus depuis 30 ans de repousser les limites et de monter les enchères. Il faut dire qu'à l'époque, on imaginait mal voir chaque semaine des séries aussi violentes, adultes ou bien foutues, comme Les Sopranos, The Wire ou bien évidemment Six Feet Under. Surtout, on ne se doutait pas une seconde que les grands noms du cinéma se battraient aujourd'hui pour travailler sur ce genre de production. Alors que David Fincher a participé à House of Cards, que Steven Spielberg ne s'arrête plus de produire des séries et que le créateur de Lost ou Alias est carrément en train de réaliser le prochain Star Wars, il ne fait plus aucun doute que la corrélation entre cinéma et série est bien établie, les deux ne cessant de s'inspirer mutuellement et de rivaliser. Dans un contexte aussi prolifique et qui est pourtant aussi en train de se faire bouffer par les licences, avec l'arrivée de Gotham, Constantine, iZombie ou encore Flash à la rentrée, une série comme True Detective fait figure de modèle, tant on est face à un équilibre assez prodigieux entre les deux mondes. Jesus Christ. Why are you showing me this? Cette réussite, on la doit aux deux instigateurs de la chose, le créateur scénariste Nick Pizzolatto et le réalisateur Cory Fukunaga, qui ont travaillé en étroite collaboration pour donner à cette mini-série en 8 épisodes la rigueur formelle et scénaristique qu'elle méritait.
Partant d'un meurtre culte en 1995, cette fresque policière, qui suit les deux enquêteurs chargés de l'affaire, va vite aller au-delà de son simple statut de polar, en tirant intelligemment profit du format télévisuel. S'étalant jusqu'à nos jours, l'intrigue parvient déjà à faire ressentir le temps qui passe et l'influence du crime sur la vie des deux héros. Au travers de nombreux rebondissements toujours savamment amenés et utiles dans la dramaturgie, Deodato creuse ces personnages qui se rencontrent, se lient et finissent par vivre autour de cette histoire. Dire que l'ombre de Fincher plane sur la série est un euphémisme, tant on retrouve des thématiques chères à Zodiac ou Seven, avec la fascination maladive pour savoir qui est le tueur et des meurtres mis en scène dans un contexte religieux des plus malsains. Une inspiration thématique qui ne sert en rien l'ambiance de la série, qui prend place dans une Louisiane profonde aux paysages saisissants de beauté et dont la nature vaste et dense cache bien des secrets qui reflètent les caractères maladifs des héros. HBO oblige, diront certains, la série n'est pas avare lorsqu'il s'agit de dépeindre les vices de l'homme et son penchant pour une violence accrue ou une sexualité débridée. Mais c'est sans tomber dans les extrêmes d'un Game of Thrones ou d'un True Blood pour autant, puisque l'écriture fustige à peu près tous les interdits de la culture américaine sans laisser quiconque de côté. La Auto Détective réussit à être fascinante de bout en bout, c'est dans sa capacité à montrer tous les travers de l'humain, comment chacun peut être aliéné aux ténèbres et avoir les mains sales, le duo principal étant le premier à avoir ses torts et à commettre des actions tordues. Jusque dans la vie intime du flic campé par Woody Harrelson, qui justifie par exemple ses relations extra-conjugales comme un moyen de préserver sa famille, le scénariste explose tout concept de manichéisme et cristallise la versatilité d'une société rongée par bien plus de mots qu'elle ne veut l'admettre. Cette frontalité du traitement, coupée à une réalisation qui aime suggérer l'horreur plutôt que de la montrer bêtement, nous rappelle aux grandes heures du polar noir et aussi combien le cinéma américain est plutôt pauvre dans le domaine actuellement. Il suffit par exemple de comparer les trous de scénario du récent Prisoners à la cohérence ici présente pour comprendre pourquoi une telle série passionne à ce point. La présence de Matthew McConaughey et de Woody Harrelson y est pour quelque chose, les deux comédiens faisant preuve du charisme et de la richesse de jeu nécessaire pour incarner comme il se doit ses partenaires que tout oppose. Entre un flic père de famille qui vante les préceptes de son illustre nation quand ça l'arrange, face à un nihiliste de premier ordre aux méthodes pourtant efficaces, on retrouve ici la recette parfaite du duo complémentaire dans lequel chacun inspire l'autre même s'ils ne l'admettront jamais. La bande-son de T-Bone Burnett, mélange de blues et de sound design ténébreux à souhait, participe à l'atmosphère rongée jusqu'aux os d'une œuvre dont la mise en scène tout en lumière naturelle impressionne par l'élégance dont elle fait preuve malgré certains gimmicks de découpage, comme des scènes de voitures toutes cadrées de la même manière. Enfin, c'est tout bonnement l'incroyable cohérence de scénario qui fait mouche, dont on sort de la série avec l'impression d'avoir chassé l'enfer durant toute une vie, avant de réaliser qu'on vit dedans. Certains détails un peu grossiers lors des premiers épisodes, comme les logorées philosophiques de McConaughey, finissent par prendre sens et tous les segments narratifs finissent par se regrouper pour former un tout à la tenue exemplaire. Elle s'autorise à prendre le temps de poser ses personnages et d'exploiter leur trauma pour mieux alimenter la partie criminelle sans jamais perdre de vue l'humain. True Detective possède ce qui manque à beaucoup de productions hollywoodiennes actuelles avec une esthétique et une réalisation de qualité. Une œuvre profonde et viscérale qu'il va être difficile d'égaler l'an prochain pour la deuxième saison qui se déroulera en Californie. Mais en tout cas, bon courage les mecs, on a hâte et on vous encourage avec un bon vieux. Oui, je sais ce que vous allez me dire, d'habitude la troisième partie de l'émission c'est sur un canapé avec un invité et ce mois-ci on voulait vous parler de Dragon 2. Comme il n'y a pas longtemps il y avait le festival d'animation de Annecy et que notre boss Marc y était, on s'est dit que ce serait sympa de faire une vidéo en direct de là-bas, non pas avec moi mais avec un deuxième invité assez cool, vous allez voir, donc Annecy c'est à vous. Come on, bud. There's a whole other world of dragons out there. Unbelievable. What do you say? What should we name it? Itchy armpit it is. Salut Jean-Victor, on est à Annecy, on est en train de tourner ces images le vendredi avant-dernier jour du festival. Hier soir, on a vu Dragon 2 en présence de Dean DeBlois dans une salle pleine à craquer. Et je suis en compagnie de
David, du site Ciné Loutre, et qui travaille pour Focus on Animation. Exactement. Qui est à Annecy avec son équipe. Et qu'est-ce que tu as pensé de Dragon 2? Déjà, je dois avouer que avant le festival et avant de le voir, j'avais un petit peu peur. J'étais un peu effrayé par l'enthousiasme général qu'il y avait autour du film et qui en général n'est pas totalement justifié. Notamment, il a été découvert à Cannes et tous les gens qui en sont sortis étaient là en disant c'est un chef-d'œuvre, on n'avait jamais rien vu de tel depuis des années et des années dans l'animation. Et une fois n'est pas coutume, je me suis trompé d'avoir peur. Le film est vraiment excellent. Il y avait plusieurs choses qui me faisaient un petit peu peur aussi, notamment le fait que Dino se retrouve tout seul à la réalisation, alors qu'avant il était Chris Sanders sur le premier. Il s'en est très bien sorti, voire même peut-être mieux sur certains aspects que le premier. Et il nous signe un film qui est visuellement magnifique. C'est fabuleux à voir. Il exploite la technique, les moyens techniques actuels, il les pousse aux limites, comme à chaque film DreamWorks majeur de l'année. Il repousse les limites de la technique et c'est visuellement super beau. Il y a un excellent rythme pendant le film. Il y a une dimension épique qui se crée dans le film, qui était déjà introduite dans le premier, qui était déjà très bonne. Mais là, on y va un cran au-dessus avec l'ouverture d'un nouveau monde, de nouveaux personnages qui rappliquent et toute une dimension familiale au niveau de l'histoire, le vieillissement des personnages principaux, etc. En fait, on prend une certaine ampleur par rapport au premier qui est très agréable et c'est très drôle. Donc excellente surprise pour moi en fait. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est le film de la maturité dans tous les sens. Donc le public a un peu vieilli, donc on peut s'adresser à lui d'une manière un peu plus mature. Le réalisateur a mûri aussi et du coup il s'est plus lâché dans sa réalisation. Les plans de vol sont absolument dingues. Et il a eu cette très bonne idée que Pixar avait déjà eu un peu avec Toy Story, c'est de faire vieillir ses héros et pas de rester figé dans un petit univers un peu microcosme où on reprend le même personnage à l'identique. Moi je trouve que ça fonctionne hyper bien, effectivement ça donne une suite qui a une ampleur assez impressionnante. Surtout qu'en plus au niveau du vieillissement des personnages, ils ont fait un travail graphique, une recherche graphique avec Nico Marley, donc le chara-design principal du film. Qui est vraiment très bonne. On voit vraiment, on reconnaît bien nos personnages, mais on sent le côté adulte, pré-adulte, adulte qui se ressort, parce que maintenant ils ont 20 ans au lieu d'avoir des 15 ans comme dans le premier film. Et au final, ils ont réussi à reproduire même mieux le vieillissement de leurs personnages que comme dans certaines sagas où les personnages vieillissent avec le film. Comme Harry Potter par exemple, comme tu disais, l'audience vieillit avec le film, là c'est pareil, mais je trouve que c'est mieux fait ici. Mais bon, après c'est la liberté de l'animation et les mecs qui sont très forts derrière, qui ont bien géré ça. Well, now you know where I get my dramatic flair. Moi, quand je suis sorti de la projection, j'ai tweeté une comparaison avec l'Empire contre-attaque et je trouve qu'on est un peu dans cet esprit-là. Donc on est vraiment dans le film qui a mûri, mais qui élargit son univers, qui en plus s'offre de gros clins d'œil à Star Wars de manière un peu... on va pas tout dévoiler, mais il y a... la comparaison n'est pas anodine. Et c'est aussi assez impressionnant de la part de DreamWorks d'avoir visé vraiment cette fois-ci un public le plus large possible. Donc ça touche les gamins qui en prennent plein les yeux et ça touche aussi les adultes, ce qui n'est pas toujours évident. Et du coup, en fait, comme tu dis, on voit tout un lot de références. J'ai lu quelque part qu'on voyait des références par exemple à Godzilla, c'est vrai. On voit quelques... C'est pareil, on n'a pas trop envie de dévoiler maintenant de choses. On dira pas qui, mais... Pour moi, il y a un acte, à un moment donné, le film passe de l'Empire contre-attaque à un film de Kaiju, c'est une évidence. Ah oui. On ressent énormément la touche production de Guillermo del Toro derrière, qui a rejoint DreamWorks maintenant il y a quelques années en tant que producteur. On voit sur la scène dont tu parles, on reconnaît bien la touche, l'univers graphique et il y a des scènes qui sont impressionnantes. La scène de visite dans la caverne à un moment quand Harold part de Burke, qui est... j'avais été impressionné par la scène du lac dans Monster Academy, qui était vraiment visuellement, ça choquait tellement c'était beau quoi. Mais là, on a atteint un nouveau stade et là où Monster Academy nous montrait que quelques scènes qui étaient vraiment impactantes, visuellement parlant, là c'est globalement tout le film qui bénéficie
d'une photo, d'une lumière et d'une qualité graphique qu'on a rarement vu, quoi. Ouais, qu'on a rarement vu chez DreamWorks, où finalement, les années précédentes, chaque fois qu'on faisait une comparaison de DreamWorks-Pixar, on avait ce côté, Pixar est toujours un cran graphiquement au-dessus de la mêlée. Bon, cette année, il n'y a pas de Pixar qui sort, mais si on compare avec Monster University, voire même avec quelques images d'Inside Out qu'on a aperçues pendant le festival, là maintenant, c'est DreamWorks qui est en tête des courses. Je suis complètement d'accord avec ça, même si j'ai énormément apprécié Monster Academy là-dessus, où il y avait un travail sur les décors, ça fourmillait de détails, c'était très chargé, mais sans faire trop chargé. C'est juste réaliste en fait. Et là, pour Dragon 2, même si c'est moins chargé, il y a un certain réalisme des textures sur de détails qui fourmillent un peu partout, qui est... Non, vraiment, comme tu dis, ouais, pour moi, ils sont un cran au-dessus, et je pense qu'il y a pas mal de studios qui doivent dû se faire la petite goutte dans le dos en voyant le film. Une petite sueur de voir que maintenant, il n'y a pas juste Pixar, mais il y a vraiment une concurrence qui commence à être marquée. On n'en dit que du bien depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu as vu des défauts et des trucs qui ne vont pas dans le film? Alors, même si j'ai trouvé le film très drôle, il y a quand même certains moments où il y a eu des passages comiques, j'aurais préféré qu'ils n'y soient pas. Ça cassait un peu soit les instants dramatiques, soit la puissance de la scène. C'est pas méchant, mais il y a toujours un petit côté où c'est comme s'il y avait un petit rappel en disant oh, on est DreamWorks, on fait de l'humour. Et aussi l'autre petit défaut, et encore je le tolère on va dire, c'est sur le méchant. En même temps, moi je trouve que le premier Dragon avait un peu le même défaut. Le film commençait par poser les bases de son univers, il y avait la relation entre le garçon et le dragon qui se mettait en place. Et puis finalement, le côté méchant de l'histoire du premier film, ça servait qu'à caler de l'action. Et là, moi, j'ai vraiment un peu la sensation qu'ils sont restés un peu dans la même construction. Après, moi, je le vois plus, ce perso, je le vois plus comme une introduction au prochain film. Je pense qu'on va le revoir. Et que globalement, ça va atteindre une autre dimension. Parce que là, c'était... le personnage qui est là, comme tu dis, pour servir de l'action, pour donner une sorte de justification à tout ce qui arrive à côté. On rejoint la comparaison avec Star Wars, puisque du coup, si Dragon 2 est l'Empire contre-attaque, c'est vraiment une histoire qui est montée pour avoir un Retour du Jedi juste après. No, that doesn't work out. Ils ont montré que c'était dans le top 3 des acteurs de l'animation et qui savent faire autre chose que du film à gag uniquement pour faire marrer les plus petits. Donc au moins on peut se contenter une fois par an d'un pseudo chef-d'œuvre, voire d'un chef-d'œuvre. Et c'est déjà pas mal parce que je pense que tous les studios ne peuvent pas s'en vanter. Allez mon grand, on y va! Attention! Et oui, cette émission du mois de juin est terminée et pour une fois depuis longtemps je la termine tout seul, c'est un peu triste mais bon c'est pas grave. En tout cas ce mois-ci on vous a tout d'abord parlé de Call of the Dead, alors vous l'avez compris, que vous soyez fan de foot ou pas, pour une fois ça passe. Par exemple moi je ne suis pas fan de foot et j'ai trouvé ça plutôt rigolo, alors c'est pas parfait, il y a plein de petites bavures, mais on sent voilà, le petit film qui a une réelle envie, qui est fait avec les tripes et qui est fait en tout cas avec un vrai sens un peu carnavalesque, du divertissement à la con et très très fun. Donc voilà, si vous avez des potes fans de foot ou pas, vous pouvez tous les ramener dans votre pièce et vous matez un petit film gogol, mais de ma foi très rigolo, surtout avec des biens et des potes. Dans un registre un peu différent et un peu plus indispensable aussi, la sortie de True Detective. Voilà, donc si vous n'aviez pas suivi la diffusion, vous pouvez vous faire les 8 épisodes à la suite et c'est quand même la méga classe, ça passe comme une lettre à la poste. Donc voilà, au-delà du casting, il y a quand même du gros boulot derrière et on a hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite, sachant que la prochaine saison ne sera pas avec les mêmes personnages et tant mieux. Mais en tout cas voilà, un beau one-shot, une belle série, la preuve une fois de plus que HBO c'est quand même la classe. Et enfin Dragon 2. Dragon 2 c'est un excellent film, c'est vraiment le film de la maturité pour DreamWorks. Moi j'espère très sincèrement qu'ils vont rester sur cette voie un petit moment et qu'ils vont arrêter de faire un bon film et puis une espèce d'équipe B qui fait un truc avec des animaux qui parlent et des escargots qui font la course et le public qui s'emmerde, parce qu'ils ont vraiment les moyens de faire de bonnes choses. Voilà, en tout cas merci David et Marc d'avoir participé, j'espère que vous avez passé du bon temps à Annecy, en tout cas ça ne m'étonnerait pas. Et sinon, on vous conseille enfin une sortie DVD et Blu-ray, une autre encore. Il s'agit de La Grande Aventure Lego. Alors moi je ne vous cache pas que c'est mon film préféré pour l'instant en 2014.
Ça tournait un truc très drôle parce que c'est quand même les mecs qui ont réalisé le premier Tempête des Boulets Géantes et qui font aussi les 21 et 22 Jump Street bientôt. Ils se sont surpassés, c'est une vraie bombe. Vous allez pleurer derrière devant, vous allez pleurer aux larmes devant, ça a la profondeur thématique pour vous dire d'un Toy Story ou d'un George Miller. Donc c'est vraiment du très lourd, c'est pas du tout la pub géante auquel on pouvait s'attendre. Et c'est une putain de tuerie, donc n'hésitez pas à l'acheter, surtout que vous allez voir visuellement. Vous pourrez mettre pause à chacun des plans tellement il y a des idées, c'est un truc de fou. Donc voilà, la grande aventure Lego, jetez-vous dessus, ça défonce. Et surtout, n'hésitez pas à aller encore au cinéma, parce qu'il y a bientôt la fête du cinéma et qu'on n'a jamais assez vu de films. Donc c'est toujours cool. D'ici là, nous on se retrouve très bientôt pour une émission un peu spéciale, je pense. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de l'émission ou même des films qu'on vous a conseillés en commentaire sur CloneWeb, sur Dailymotion, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et voilà sur l'internet mondial. D'ici là, voilà, portez-vous bien, allez au cinéma, profitez de l'été, profitez de vos vacances et à très bientôt. Ciao. What do you think, bud? You want to give this another shot? Toothless, it'll be fine. Ready? Yeah!